probablement que la majorité des gens vont faire comme, ouais, c'est vrai, je suis qui dans le Ils fond? vont se remettre en question. Vont se remettre en question. Alors que dans le fond, c'est pas ton chum ou ta blonde qui doit croire en toi, c'est pas tes parents, c'est toi-même. Crois en toi, c'est tout. Puis fonce, vas-y et aie tes propres rêves, même si personne n'y croit. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir ma belle amie Valérie Martel. Bienvenue. Merci Cathy. C'est un privilège d'être avec toi aujourd'hui. Très, très contente de te recevoir, surtout que tu arrives tout fraîchement du Maroc. Tout à fait, effectivement, une retraite extraordinaire que je t'allais donner là-bas, oui. Je vais déjà te donner la parole en te disant, raconte-nous, c'est pas un événement anodin, tu arrives quand même du Maroc. Raconte-nous comment ça s'est passé. C'est même difficile à mettre des mots dessus, à quel point l'énergie est très intense. Donc, j'avais une intuition d'aller donner une retraite au Maroc. Et le premier mot qui m'est venu pour le titre de la retraite, c'était immensité. Je travaille beaucoup avec les associations neuronales, puis tu sais, pas juste le pouvoir de la pensée, mais c'est plus les connaissances du cerveau. Et donc, de contacter le champ des possibilités. Donc, c'est beaucoup les enseignements que je vais offrir. Et je me disais, c'est où la place où qu'on pourrait vivre comme extérieurement le champ des possibles, en quelque sorte, pour l'activer encore plus intérieurement. Et ce qui m'a été inspiré, c'est le désert du Sahara. Et ça a été vraiment, vraiment exceptionnel. Là. Tout le parcours c'est fabuleux. Mais moi, j'ai vu quelques photos sur ton profil Facebook, puis le seul mot qui est venu, c'est « breathtaking ». Ça m'a coupé le souffle. Oui, vraiment, vraiment. C'est magique. Tu sais, on dirait autant le décor est magique que ce qu'on vivait intérieurement, c'était immense. On est revenu avec le cœur immense, effectivement, de plein de souvenirs. Vous étiez combien de personnes? J'étais avec 11 de mes clientes, donc on était 12. Et donc, c'est plusieurs retraites que tu fais annuellement ou comment c'est venu? Oui, bien, c'est tout nouveau, à vrai dire. Ça faisait probablement partie de me réinventer, donc suite à ma séparation. J'accompagne, entre autres, les femmes suite à une séparation. Puis, tu sais, c'est toujours, bon, bien, OK, c'est quoi maintenant, moi, mes buts, mes rêves, mes objectifs de vie? J'ai découvert, je savais, mais j'ai découvert, comme on dirait de façon amplifiée, ce désir-là de découvrir le monde entier. Donc, bien, je joins l'utile à l'agréable. Alors, le monde entier avec un angle différent. Oui, tout à fait. Donc, j'apporte... Donc, là, c'était une première, effectivement. Puis... j'ai décidé tout de suite, quand je suis revenue, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je permette à d'autres femmes de vivre ça, parce que je ne pensais pas d'avoir une deuxième édition. Là. Quand je suis allée, je me suis dit, OK, je vais en faire une par année, un petit peu selon l'inspiration. Puis là, j'ai déjà la liste d'attente, entre autres. Et là, on a officialisé ça. Officialisé, on a Bali aussi. Donc, j'ai décidé de donner à Bali en 2026. Oui, donc, et Jamaïque aussi. Fait que là, j'ouvre sur le monde, effectivement. Tu y vas beaucoup avec ton intuition? Qu'est-ce qui fait que tu choisis ces endroits-là? Oui, beaucoup l'intuition. Fait que l'intuition, ça va t'amener la première destination, le Maroc? Le Maroc. C'est fascinant. Oui. Et là, il y a Bali, puis en attente, probablement de l'Égypte aussi, éventuellement. Bon. Moi, quand je reçois mes invités au Showcase des conférenciers, la première question que je leur pose habituellement, mais toi, il fallait absolument qu'on parle de ton voyage. Tu es fraîchement arrivée, mais la première question que je leur pose, c'est je les ramène en enfance. Oui. Fait que je te ramène à quand tu avais 8-9 ans. Oui. Comment tu étais? Est-ce que tu étais une petite fille qui avait beaucoup d'amis? Tu étais une fille un peu solitaire? Parle-nous de ton enfance. Mon Dieu, très, très, très réservée. À vrai dire, extrêmement réservée. J'aurais jamais mis du rose pour lui. À vrai dire, tellement réservée, je te dirais à la limite effacée. Donc, pour moi, là, faire des oraux devant la classe, c'était épouvantable. Là. C'était vraiment quelque chose. Donc, j'avais quand même des amis. J'étais quand même une fille sociale facile aussi. Là, j'étais quand même un enfant qui était facile. Mais les gens devaient venir vers moi. C'est pas toi qui allais vers eux. Non, c'est ça. Donc, j'ai été chanceuse qu'il y ait des amis qui venaient vers moi. J'étais bien entourée quand même. Là. C'était aussi ma question de comment tu réagissais quand les professeurs annonçaient qu'il y avait un exposé oral. J'entends que tu n'étais pas à l'aise. Non. Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas à l'aise? Est-ce que tu penses que c'était
T'étais réservée, t'étais timide, t'avais le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais effacée ou que tu voulais t'effacer? Oui. Écoute, on a toujours des moments très particuliers dans nos vies. Puis je pense que ou que ça l'a peut-être comme bifurqué aussi, ça l'a comme empiré, je pourrais dire. Oui. Écoute, c'est drôle, je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais quand j'avais ça, environ 8 ans, j'habitais sur le boulevard, puis il y a une voiture qui est arrêtée. Et le monsieur en question, donc, il me parlait tout bas, puis je suis arrivée vers la voiture, et effectivement, il était en train de se masturber. Donc, probablement que si ma mère, elle n'avait pas été là dans une fraction de seconde, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et c'est très drôle que je raconte cette histoire-là parce que le lendemain, donc, ça l'a fait comme la grosse affaire. Moi, j'habitais dans un petit village. Alors, ça s'est su comme très rapidement. Les policiers sont arrivés chez nous et tout. Puis, le lendemain, la directrice d'école a eu vraiment une très drôle d'idée. Et elle a appelé tous les groupes. On était, bien, mettons, c'était 2 classes, je pense, de troisième année. Et elle a appelé les 2 classes. On était toutes coincées dans une seule classe. Et elle a dit, bon, bien, Valérie va vous expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé hier. Et je pense que cet événement-là a vraiment joué parce que, juste de nommer le mot masturbation, pénis, c'était comme très, très, très inconfortable. Et j'ai encore l'image de tout le monde qui rit ou qui sont comme abasourdis. Puis, et ça l'a tout le temps resté à l'intérieur de moi. Donc, quand j'arrivais pour faire un exposé oral, on dirait qu'il y avait cette charge-là aussi à dépasser, tu sais. Et d'où et c'est pour ça que je pense que j'aime doublement, tu sais, les neurosciences appliquées, la PNL et tout ça, pour s'assurer qu'on reste pas pris avec des circonstances du passé comme ça, tu sais, de dire, bien, on a la possibilité de faire des resets, des mises à jour par rapport à notre identité puis notre aisance. Donc, effectivement, je n'aurais pas pensé de donner des conférences un jour dans ma vie, dans les années qui ont suivi cette expérience-là. Mais c'est ça, cette expérience-là était traumatisante, mais je comprends aussi la directrice qui voulait partager peut-être pour que les enfants soient plus vigilants, mais c'était beaucoup tant demandé, surtout avec ce que tu avais vécu. Pour l'âge que tu avais vécu, tu sais, c'était pas... C'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de soutien, jadis, psychologiquement, à ce niveau-là. Donc, je questionne encore aujourd'hui l'intérêt de dire... Elle aurait pu juste dire, il est arrivé vraiment quelque chose de traumatisant à un de nos élèves dans l'école et voilà. Et prendre la parole elle-même. Mais bon, ça devait faire partie de mon expérience d'être aisée aujourd'hui devant... à parler de toutes sortes de sujets. Tu nous en as glissé un mot. Les gens qui ne te connaissent pas, qui est Valérie? Qui est Valérie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ah là là! Bien, j'accompagne maintenant les femmes, ça fait 5 ans. Donc, j'ai créé l'Institut Aime, crois, sois. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Je dis souvent que la vie m'a offert sur un plateau d'argent une multitude d'expériences de vie qui ont été pas nécessairement faciles, mais où j'ai dû rebâtir mon estime, ma confiance personnelle, l'amour de moi. Puis, tu sais, j'ai baigné quand même rapidement un peu dans cette quête-là de connaissance de soi. Donc, vers l'âge de 16 ans, je lisais pas des romans Harlequin, je lisais Lise Bourbeau. Donc, j'avais vraiment cet intérêt-là à comprendre le mal-être, dans le fond, qui m'habitait depuis quand même assez longtemps. Puis, malgré, tu sais, tout le développement personnel que j'avais fait, je peux pas... Tu sais, je me suis retrouvée finalement dans une relation de violence conjugale avec une faible estime de moi. Tu sais, fait que je me disais, voyons, c'est comme si je nourris beaucoup, beaucoup mon cerveau. Donc, j'ai accumulé une multitude de connaissances, d'informations, mais je suis pas capable de le vivre. Et je dirais que c'est justement la PNL, programmation neurolinguistique, mais surtout les neurosciences, donc qui nous expliquent clairement le fonctionnement du cerveau et comment comprendre les patterns, les comportements, les souvenirs, les états d'être, mais aussi les blocages, en quelque sorte, qu'on a. Et là, ça a été vraiment une transformation ultime. Et là, je me suis dit, OK, bien là, il faut que je le partage. Donc, ça a été un petit peu mon bagage. Donc, depuis peut-être les 15 dernières années, où que là, tu sais,
quand on dit on est créateur de notre vie, oui. bien, j'ai compris le sens. Mais c'est à partir, selon moi, en tout cas, il y a une grosse partie que c'est à partir du cerveau parce que ce qu'on doit transcender, ce qu'on doit laisser aller, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, la possibilité justement de croire en nous qui est au-delà même de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, tu sais. Tu as fait la formation aussi avec Dr. Beauregard, puis Oui. je me souviens toujours de la première phrase quand on suit sa formation, c'est « La seule limite de l'être humain, c'est celle qui s'impose. » C'est celle qu'on Et quand on s'impose. comprend le pouvoir du cerveau, c'est exactement. Tu sais, cette phrase-là résume tout. Donc, j'accompagne les femmes à justement dépasser, donc, dans une multitude de formations que j'offre, mais de les accompagner à dépasser, tu sais, les défis de la vie, parce que, tu sais, il y a beaucoup de circonstances qu'on n'a pas nécessairement prévues. Tu sais, entre autres, quand je pense à la séparation, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que les gens souhaitent, mais tout ce qui est au niveau du discours intérieur aussi, tu sais, c'est rendu une information commune de dire, tu sais, que les femmes, à quel point, bien là, peut-être les hommes aussi, puis je manque de connaissances à ce niveau-là, mais, tu sais, les femmes, à quel point on est sévère, Oui. on est critique envers Mais nous, on est sévère très avec nous-mêmes. exigeante. Mais ça vient d'un discours intérieur. Donc, comment transformer ce discours-là intérieur pour qu'il nous supporte et nous élève plutôt que de passer nous son rabaisser. temps? Oui, c'est ça. Donc, tu sais, maintenant, les conférences, c'est beaucoup à ce niveau-là aussi, tu sais, parce que j'ai eu le privilège de donner une conférence l'année passée, entre autres, qui était pas mal dans... J'en donnais, mais tu sais, dans d'autres circonstances. Puis après, tu sais, une conférence d'1 heure, et je recevais des messages de femmes qui me disaient t'as changé ma vie, tu sais. Ça, c'est comme, bon, c'est pas moi qui l'ai changé, mais de dire, OK, juste le fait de comprendre qu'on a la possibilité de changer notre discours intérieur, c'est quand même exceptionnel. Toi, est-ce que tu te rappelles de l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu accumulais les savoirs, puis que là, tu as compris que tu étais ici pour les partager? Mm-hmm. Est-ce que c'est la séparation? Parce que ça fait déjà plusieurs fois que tu la nommes. Quel est l'élément déclencheur entre j'accumule les connaissances, puis ensuite je partage les connaissances? Mm-hmm. Bien, à vrai dire, les séparations, ça a été plus comme un retour vers soi de se connaître. Mais c'était plus l'inconfort qui restait. Tu sais, c'est comme de l'impuissance, en quelque sorte, de dire, mais mon Dieu, je veux tellement des choses différentes et pourtant, tu sais, j'ai pas le sentiment que rien change. Alors, ça a été, à un moment donné, cette quête-là de faire comme comment je peux aligner Voilà. mes désirs, mes objectifs de vie avec la réalité. Donc, il n'y avait pas... Je pense que ça a été plus comme un inconfort, en quelque sorte, un sentiment d'impuissance. OK. Vraiment. Fait que j'ai envie de te demander comment les conférences arrivent dans ton parcours. Parce que là, tu nous as nommé là, que tu as eu une conférence à faire. Oui. Mais dans ton parcours, comment les conférences arrivent? À vrai dire, de personnes. Au départ, c'était d'une femme que je connaissais qui elle, guidait un groupe de triathlètes. Puis, elle me demandait justement de faire des conférences à chaque été pour son groupe en lien avec les associations neuronales, en lien avec le pattern de performance. Puis ça, on sait que les athlètes, sont beaucoup axés sur les objectifs. Oui. Donc, comment transcender tout ça? Parce que, tu sais, les objectifs, c'est très beau. Moi, maintenant, je ne fonctionne plus avec les objectifs. J'en parle de plus en plus de ça parce que si j'atteins mon objectif, c'est comme, oh my God, wow, je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais si je n'atteins pas mon objectif, donc je suis nulle, tu sais. Fait que c'est toujours selon les objectifs, on va se baliser par rapport à ça. Donc, j'ai commencé avec ce groupe-là. Et après ça, ben j'ai eu d'autres demandes aussi. Entre autres dans un groupe de femmes, donc un MLM, sans le nommer. Et puis là, ben c'était sur une scène avec le micro, les lumières. Puis là, c'était comme la première fois, parce que les autres, c'était plus dans on était dans un grand chalet, c'était plus convivial. Conversationnel, mettons. Oui, c'est ça, tu sais. Et là, quand j'ai donné la conférence, puis que je commençais à avoir des retours de cette conférence-là, j'ai fait comme, OK, bien, j'ai peut-être un message à apporter qui est plus grand, puis qui va pouvoir toucher à un plus grand nombre de personnes en même temps. Et c'est devenu comme cette quête-là, et entre autres, qui m'a offert le privilège de faire ta rencontre. Ouais.
C'est absolument génial. Est-ce que tu avais eu le trauma? Une fois que tu es revenu, là, que tu t'es retrouvé devant ces gens-là, est-ce que le trauma est remonté ou cette fois-ci, tu avais mis le focus sur « je suis ici pour partager mon message ». Vraiment, vraiment. J'avais vraiment fait cette mise à jour-là. Puis, quand j'arrive pour une conférence, je suis toujours dans mon intention. Donc, l'intention, effectivement, c'est un de mes enseignements. Là. Le premier enseignement que je dis, c'est « rappelez-vous de votre intention, pourquoi vous faites ce que vous faites ». Clairement, clairement. T'en as glissé un mot. Comment on s'est rencontrés? Comment tu entends parler de moi? Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Oui, écoute, les synchronicités de la vie, moi, j'adore. Quand on est aligné, parce que c'est très drôle, hein? Je me suis fait dire, moi, je me souvenais de ça, là, mais je me souvenais pas que ça faisait aussi longtemps, mais il y a comme 5 ans environ, au tout début, une de mes clientes, elle m'a dit, « Est-ce que tu te souviens, il y a 5 ans, tu nous parlais déjà que tu voulais aller faire une conférence à Paris. » Et là, j'ai fait comme, non, je me souvenais plus de ça. Mais ça restait quand même dans mes rêves. Puis, dans ton bucket list? Oui, effectivement. Et mon Dieu, c'est quoi, début de l'année, cette année? Et ça faisait toujours partie de mon tableau de rêve, OK, faire des conférences. Et là, cette année, je me dis, OK, là, je le mets, puis là, je mets vraiment l'emphase sur faire des conférences. Et j'ai une de mes employées qui m'a taguée quand elle a vu le salon de l'éveil, mais tu sais, je te connaissais, puis... et là, elle a dit, écoute, tu pourrais peut-être prendre un kiosque puis faire une conférence aussi. Puis j'ai fait OK. Puis là, je dis, en plus, oui, tu sais, je connais Cathy, tu sais, je te suivais un petit peu et tout. Et là, quand j'ai fait OK, le tout pour le tout, puis là, c'est un soir, puis là, j'ai fait, je dépasse mes peurs, puis je m'inscris pour la conférence. Mais là, finalement, je vois comme toute la panoplie, parce que moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur de dire, tu sais, pour moi, être conférencière, c'est un métier en soi, c'est une expertise. Oui. Et il y a beaucoup de monde qui s'improvise. Voilà. Et j'ai toujours de la difficulté à... je me vois pas, tu sais, faire comme je vais faire assemblant, je suis capable de faire des conférences, tu sais. Et là, j'ai fait, OK, tu sais, si je veux vraiment faire ça, bien, je vais aller chercher l'expertise aussi. Et là, quand j'ai découvert que je pouvais faire les deux, et c'est comme ça que tu as été mis sur ma route. Mais tu sais, c'est fascinant. Tu parles de syndrome de l'imposteur. Tu avais déjà fait des conférences, tu as beaucoup de formations, tu as beaucoup d'enseignements, tu as des choses que tu as vécues aussi. Tu sais, c'est pas juste je l'ai lu dans un livre puis je vais le partager. Fait que c'est ça, moi, l'opportunité que je donne aux gens qui viennent jusqu'à Paris, bien, c'est aussi à des gens qui ont des connaissances, des enseignements, puis que je vois que leur histoire peuvent vraiment aider. Ouais. Puis c'est ça, je pense que quand tu as vu que j'offrais l'opportunité de faire la tournée de conférences ici, puis qu'on s'en allait jusqu'en Europe, puis que j'ai spécifiquement nommé Paris, tu t'es dit, OK, mon bucket list de voici. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. Mais surtout, j'ai eu l'effet surprise quand on a ajouté Bordeaux. J'ai fait comme, oh my God, c'est un 2 dans un. Ouais. Mais en fait, je l'offre l'opportunité. Ça l'a adonné comme ça cette année qu'on avait une date supplémentaire. Puis j'ai dit, je vais l'ouvrir, je vais le permettre aux gens qui veulent venir faire les 2 endroits de venir aux 2 endroits. Vraiment. Mais comment tu réponds à ton syndrome de l'imposteur? Je suis curieuse. Parce que tu l'as encore de la façon que tu l'as partagé. Est-ce que tu l'as encore? Non. À vrai dire, c'est comme dès que je me permets justement soit d'aller faire une formation, d'aller m'assurer d'aller chercher toutes les connaissances, après ça, il y a quelque chose qui s'installe qui est clair parce que... Voilà. Et je pense que ça fait partie justement de... l'estime, la confiance en soi, d'être capable de reconnaître aussi notre parcours, ce qu'on a accumulé, notre bagage. Et donc, bon, je suis en mesure quand même de reconnaître cet élément-là. Fait que c'est plus au niveau des connaissances, de la structure aussi, comment apporter nos sujets. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Puis aussi avec les témoignages, là, le nombre de personnes que tu as accompagnées, puis les témoignages que tu as reçus, je pense que ça vient valider, puis ça vient effacer le syndrome de l'imposteur. Oui, effectivement. J'enseigne la prise de parole en public et le storytelling. J'aimerais ça te demander, est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue, quelque chose que quelqu'un t'a raconté, puis qu'aujourd'hui, ça impacte encore ta vie? Tu dis, cette histoire-là, pour moi, elle a joué un rôle important. Mm-hmm.
par rapport à, mettons, une histoire de... Ça peut être quelque chose que ta mère t'a raconté, ta grand-mère t'a raconté. Ça peut être quelque chose complètement différent. Je vais vraiment... cette question-là, elle fait réfléchir mes invités. Là. Je veux savoir s'il y a une histoire que tu dis, cette histoire-là, elle a impacté ma vie. C'est sûr, mon Dieu, il y a une multitude d'histoires. Je dirais... puis je pense que c'est comme... Il n'y en a pas une en particulier, mais les gens qui reprennent leur pouvoir, tu sais, qui ont... parce qu'on va tous avoir des défis de vie. Oui. On va tous avoir des moments où que, je sais pas, on va douter de nos capacités ou quoi que ce soit, tu sais. Et à chaque fois que... toutes les histoires, le fil conducteur, je dirais, c'est beaucoup les gens qui sont partis de rien, qui ont dépassé justement leur peur, qui ont dépassé les limites en quelque sorte ou les défis de vie et qui sont arrivés à créer quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, ça, pour moi, là, ça vient me toucher profondément. Donc, il y en a quand même beaucoup, là, tu sais, que... Mais tu vois, tu es inspirante, puis c'est ces histoires-là qui t'inspirent. Est-ce que tu as des noms? Est-ce que tu as des personnes que tu regardes puis tu te dis, ces personnes-là m'inspirent? Même si ça n'est pas en lien avec cette histoire-là, mettons. Est-ce que toi, tu es inspiré par des conférenciers, des gens qui racontent leur histoire? Qui t'inspire? Ah, mon Dieu, beaucoup. 2 conférenciers, là, que, tu sais, je dirais mes coups de cœur. Martin Latulippe, là, c'est sûr que j'ai... un incontournable. Il est nommé à chacun de nos podcasts. Ah, ouais. Mais écoute, cette aisance-là, ce naturel-là, Martin, moi, il me fait vraiment beaucoup rire à travers son côté très humain, vraiment de grande valeur. Jean-Marc Chaput aussi, qui était pour moi un homme extraordinaire à écouter, très inspirant. Et tu sais, ce sont des hommes. Il y a des femmes aussi, là, il y a plein de monde, mais entre autres, ces 2 personnes-là qui ont dû relever, qui ont mis un genou par terre, parfois même les 2, puis qui ont continué à croire en eux, puis qu'aujourd'hui, ils inspirent tellement de personnes et ils font la différence dans la vie de tellement de personnes. T'sais. Et j'essaie, mais pour mes 2 filles, c'est exactement ce que je veux, que j'essaie toujours de leur transmettre, à quel point chaque être humain a la capacité de faire la différence dans la vie des autres. Mais autant on peut la faire positivement qu'on peut la faire négativement. C'est très subtil, là, mais... Tu sais, de dire, est-ce que tu comprends le pouvoir intérieur que tu as sur ton environnement et sur la vie des autres? C'est bien que tu nommes ça parce que moi aussi, je disais, je fais ce que je fais aussi pour inspirer mes sœurs et mes filles. Fait que toi, elles ont quel âge, tes filles? 13 ans et 12 ans, ma plus jeune, depuis hier. Yeah! Mais tu fais un beau travail. Je pense qu'elles ont de quoi être inspirées. Elles ont fait partie, entre autres, du parcours, tu sais, de dire, ben écoute, quand je suis... parce que moi, effectivement, je suis partie de rien, puis dans des circonstances qui n'étaient pas nécessairement évidentes, mais mes 2 filles ont fait partie, tu sais, du rêve, en quelque sorte, de dire, tu sais, je vais leur démontrer aussi que c'est possible. Elles ont été une force motrice pour te donner, toi, la force et le courage de dire, hey, moi, il faut que je m'en sorte, mais pas juste pour moi. Effectivement, oui. Tu as fait plusieurs conférences. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où ça a été plus difficile, avec une audience ou avec une personne en particulier? Est-ce que tu te souviens d'une conférence où ça s'est moins bien passé? Ici, au Showcase des conférenciers, des fois, on aime ça montrer l'envers de la médaille. Tu sais, les conférenciers s'amusent à montrer des images parfaites. Moi, j'aime aussi dire qu'il y a des hauts et des bas. Oui. Puis c'est drôle parce que, je trouve ça intéressant que tu le nommes parce que une des conférences, entre autres, où j'étais filmée, donc j'ai été capable de réécouter par la suite parce que entre la perception aussi qu'on a et ce qu'on dégage, pour moi, là, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, nous, quand on est sur scène, on le vit et on extrapole en quelque sorte. On fait comme « Oh my God, j'ai oublié de dire ça. » Puis c'est épouvantable. Puis là, le rythme était trop rapide. Puis là, et on est critique. On est sévère avec nous-mêmes. Et là, c'est comme un genre de déception. C'est comme « Oh my God, c'était vraiment pas ma meilleure. »
Et après ça, quand on réécoute, on fait comme, hey, finalement, c'était quand même. Donc, je pense que c'est important de le mentionner, ça, cette distinction-là entre notre vision intérieure et finalement la vision extérieure. Je trouve ça tellement important que tu le mentionnes. Tu sais, les gens descendent de scène, les conférenciers, des fois, avec « j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça ». Mais c'est juste toi qui le sais que t'as pas dit ça. L'audience, elle sait pas que t'as pas dit ça. Et si ça faisait du sens, ben eux, ils sont venus chercher exactement ce que tu es venu livrer. Oui, effectivement. Et un des grands pas là, que pour moi a été différent, puis ça a été justement au Salon de l'éveil. Moi, je suis habituée au virtuel maintenant, mais comme vraiment beaucoup. Et tu peux me donner un sujet, je peux partir pendant 2 heures et demie sans problème à parler, tu sais, quelque chose. Et je me suis rendu compte que de revenir au cœur de l'humain en présentiel, c'est comme, oh my God, c'est vraiment la distinction des deux, selon moi, n'est pas à minimiser parce qu'il y a vraiment une grande différence entre je me place derrière une caméra, je suis très aisée, très à l'aise de parler, tandis que quand on arrive, là, c'est comme, OK, bien, c'est direct, tu sais, je perçois les gens ne ferment pas leur micro, donc je peux entendre des bébés pleurer. Moi, la dernière fois, j'avais comme des bébés qui pleuraient dans la salle. Dans la salle, puis c'est comme, OK, le monde rentre, sort parce qu'il arrive en retard. Et donc, c'est de jouer, de danser, en quelque sorte, avec tous ces paramètres-là. Et c'est là, tu dis, OK, là, c'est la vraie vie. Là, tu sais, c'est très agréable en même temps, tu sais, malgré tout. Là. Mais c'est drôle que tu nommes ça parce que moi, c'était le contraire. Moi, c'est vraiment l'opposé de toi. C'est mets-moi sur une scène devant des personnes en vrai. Je suis super à l'aise. Oui. Mais quand est arrivée la pandémie, puis que j'ai dû prendre mon téléphone pour me filmer, je suis devenue complètement bloquée. Là. Fait que c'était de dire, toi, autant tu avais l'aisance devant la petite caméra puis faire le zoom. Quand tu es arrivé en présentiel, tu t'as senti que c'était pas la même chose? Oui. Oui, vraiment. Mais c'est à vivre, là. C'est une expérience complètement différente. Vraiment. Puis je pense que la connexion passe aussi encore plus fortement quand on est en présentiel. Vraiment. Oui? Toi aussi, tu trouves ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui est différent. Je suis quand même surprise du virtuel parce que je doutais sincèrement là, quand j'ai commencé. Il y a quand même une bonne connexion. Cependant, c'est que tu vas avoir une connexion avec les gens qui sont plus présents, avec les gens qui leurs caméras sont ouvertes. Il y a beaucoup de critères en quelque sorte. Tandis que quand tu es dans une salle, c'est la vibe est là. Oui, donc, l'énergie. L'énergie est là. Si les gens partent à rire, bien, ils partent tous à rire en même temps. Donc, tu sais, effectivement que la connexion, c'est pas comparable, là, selon moi. Donc, il y a des aspirants conférenciers qui écoutent le podcast Showcase des conférenciers. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Le premier mot qui me vient, c'est de croire. Qu'ils puissent croire en eux, croire en leur message. Tu sais, parce que c'est souvent la peur. Hein. Dans les statistiques, là, 95% des gens baissent les bras devant leur but, devant leurs rêves, leurs objectifs de vie. C'est épouvantable. Donc... Quelle statistique poignante. C'est épouvantable. Il y en a qui ont l'idée puis qui se rendent même pas à l'exécution. C'est juste l'idée, ils arrêtent. Oui, effectivement. Donc, à quoi ça sert d'avoir des rêves si on les garde dans nos poches? Là? Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je dirais de croire... Croyez en vous, là, croyez au message que vous portez, puis de la sortie de zone de confort. Tu sais, quand on parle d'estime de soi, comment que... Parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, mais j'ai pas beaucoup d'estime personnelle, mais l'estime de soi se crée par le dépassement de soi. Donc, si je ne sors jamais de ma zone de confort, je ne peux pas faire de dépassement de soi et donc je ne peux pas augmenter mon estime personnelle. Fait que c'est un cercle vicieux en quelque sorte. Donc, oui, effectivement, c'est une grosse sortie de zone de confort. Puis oui, tu sais, puis même, tu me disais aussi, tu sais, c'est comme, écoute, Valérie, c'est normal de vivre du stress et tout, tu sais. La journée que tu n'as pas de stress, t'es pas au bon endroit. Oui, c'est faut que tu aies un minimum de stress. Et tu sais, tu es vraiment la bien placée pour nous le dire parce qu'à la quantité que tu as fait, puis dans toutes sortes de circonstances. Donc, oui, ça restera une sortie de zone de confort pour tout le monde, mais de dire, ben tu sais, de transcender ça puis d'aller au bout, ben c'est là que, tu sais, notre estime augmente. Ça fait comme, wow, et finalement, je l'ai fait.
Ouais. Ce dépassement de soi fait en sorte aussi qu'on se réalise. Clairement. Il y a aussi des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast Showcase des conférenciers. Pourquoi on engage Valérie? Pourquoi on la fait venir dans notre business? Pour tellement de choses. Ben, justement, le dépassement de soi, le discours intérieur, la connexion, tu sais, aussi tout le relationnel. Oui. Parce que je pense que c'est un des grands défis, le relationnel, hein, entre autres dans les entreprises, parce qu'il y a des gens avec qui on s'entend tellement bien et c'est fluide et c'est facile. Et le cerveau, de la façon qu'il est conçu, c'est que dès qu'on sent une différence avec une autre personne, le cerveau, lui, fait comme, OK, je dois me prendre la distance par rapport à cette personne-là. Et c'est ce qui fait que, finalement, on se retrouve finalement dans des équipes où que, bien, il y a certaines personnes qu'on aime, il y a des personnes qu'on n'aime pas. Il y a des gens, encore dernièrement, j'entendais, j'ai laissé mon emploi parce qu'il y a une personne avec qui je n'étais pas capable de m'entendre. Donc, et si finalement, c'était par la connaissance de soi puis de mieux comprendre le cerveau qui faisait que même le relationnel va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ça changerait beaucoup, beaucoup la dynamique. C'est tellement important ce que tu partages là parce que Oui. quand on est jeune, justement, on peut choisir avec qui on reste, avec qui on reste pas. Mais quand on est adulte, on est mis dans des environnements dans lesquels on a toujours le choix, mais on n'a pas toujours le choix. C'est ça que je... Effectivement. Puis, tu sais, c'est bien cute, on dit tout le temps, c'est comme, tu sais, on est toujours, tu sais, les gens sont nos miroirs, puis non, mais au-delà de ça, là, tu sais, parce que, tu sais, on se le fait souvent dire, puis non, mais je comprends pas, pourtant, moi, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, tu sais, mais c'est, OK, on peut-tu aller à un autre, tu sais, c'est pas juste un concept, mais tu sais, c'est plus une compréhension, des connaissances. Donc, oui, effectivement, on aura toujours des gens, puis, tu sais, moi, je dis souvent, c'est... tu sais, le défi, c'est pas quand on s'entend bien avec les gens. Tu sais, c'est facile quand tout le monde nous dit « Ah, t'es tellement merveilleuse, c'est tellement facile avec toi. » Là où on a vraiment à transcender, c'est justement quand il y a une connexion qui se fait pas, là. Oui. Donc, on s'est adressé à des aspirants conférenciers, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Si je demande à Valérie de s'adresser à elle-même quand elle était plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Crois aussi. Je reprendrais mon mot parce que je dirais que pendant longtemps, je croyais beaucoup plus aux autres qu'en moi-même. C'était plus facile pour toi de croire aux autres qu'en toi-même. Mais c'est drôle qu'aujourd'hui, tu as parti ton école qui s'appelle encore, redis le nom juste pour que... M, crois, soi. Parce qu'effectivement, c'était mon propre défi, à vrai dire. Tu sais, souvent, c'est qu'on va aimer même beaucoup plus les autres que soi-même. Tu sais, on va être attentionné envers les autres, on va essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes auprès des autres. Puis, tu sais, on se dit plus que je donne, mais tu sais, finalement, je vais recevoir. Donc, on met vraiment, tu sais, les autres en avant-plan. Tu sais, le parallèle même qui me vient, c'est je payais des gens en consultation pour qu'ils me disent qu'est-ce qui allait m'arriver dans ma vie. Là. Tu sais, donc, dis-moi, puis je vais croire en ce que tu me dis pour qu'est-ce qui va m'arriver. Tu sais, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est comme, c'est moi qui va choisir qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Là. Tu sais, donc, Combien de personnes font ça? Il y a beaucoup de gens qui vont vers les autres. Dis-moi qu'est-ce qui va m'arriver. Clairement. Puis en fait, tu donnes la réponse en disant, ne demande pas à l'autre personne ce qui va t'arriver. C'est crois et crée ce qui va t'arriver. Effectivement. Qu'est-ce que je veux qui m'arrive dans ma vie? C'est quoi le plus grand blocage des personnes que tu accompagnes? Tu sais, c'est quoi les premières résistances? Vu que tu en as accompagné beaucoup, plusieurs, qu'est-ce que tu retrouves chez ces personnes-là de commun? Écoute, le M-croire, M croire soi, pour moi, c'est la base, là. Mais ce que je me rends compte le plus, puis c'est vraiment très spécial parce que ça fait partie de notre éducation. On est vraiment tourné vers autrui. Tu sais, même encore, on parle... Bon, tu sais, on a plus de connaissances à ce niveau-là, mais tu sais, l'amour de soi, c'est égoïste, penser à soi, c'est, tu sais, être centré sur soi-même. Donc, mais en même temps, ça fait partie... Maintenant, on sait que c'est l'intelligence émotionnelle, là. Tu sais, c'est comme un peu, on compare tout le temps au masque à oxygène. Je dois le mettre avant d'être capable de le donner à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais de dire, tu sais, est-ce que je suis capable de répondre à mes propres besoins
émotionnelle plutôt qu'être dépendante des autres et d'être en quête de nourriture émotionnelle, d'être en quête de reconnaissance, d'être en quête d'approbation. Alors, selon moi, ça, c'est un des plus grands défis et c'est ce qui fait que les gens ont autant d'attentes envers les autres. Ah. Donc, tu sais, autant envers... puis justement, admettons, comme on prend l'exemple des conférences, OK? Oui. Ou n'importe quel rêve qu'on a. La majorité des gens s'attendent à ce que les gens croient en eux. Tu sais, donne-moi la petite tape dans le dos pour me dire « Hey, tu vas être bonne en conférence, ça va être vraiment génial. » C'est comme « Ah oui, continue, crois en toi. » Mais si quelqu'un fait comme « Hey, tu veux-tu vraiment faire des conférences? T'es qui pour faire des conférences? » Probablement que la majorité des gens vont faire comme « Ouais, c'est vrai, je suis qui dans le fond? » Ils vont se remettre en question. Ils vont se remettre en question. Alors que dans le fond, c'est pas ton chum ou ta blonde qui doit croire en toi, c'est pas tes parents, c'est toi-même. Crois en toi, c'est tout. Puis fonce, vas-y et aie tes propres rêves, même si personne n'y croit. Et je pense que ça a été, tu sais, à la limite, c'est sûr que quand j'étais dedans, c'était peut-être difficile, mais j'étais dans des circonstances où, quand j'ai créé mon entreprise, personne n'y croyait. Tu sais, quand j'ai créé Elle me croit soi, tout le monde trouvait ça complètement ridicule. Et ils disaient, c'est quand même, tu sais, c'est comme du développement perso, puis en plus, en virtuel, ça n'a pas de sens. Puis j'étais comme, je suis convaincue qu'il y a un besoin pour ça, puis je suis convaincue. Et je continuais à croire, tu sais, même si effectivement, surtout, tu sais, au début, quand on fait des vidéos, t'as pas de pouce, t'as pas de like, t'as t'as pas celui de de ta cœur, soeur qui te dit bravo. Oui, c'est ça, effectivement. Moi, ma soeur me parle plus, donc je ne pourrais même pas avoir ma soeur qui m'aide à ce niveau-là. Et donc, j'ai été comme 1 an, là. Et là, tout le monde remettait en question puis disait, écoute, t'as de la misère à arriver. Tu sais, un moment donné, fais d'autres choses, va te trouver un emploi. J'étais comme, c'est juste une question de temps, c'est juste une question de temps. Et effectivement, aujourd'hui, même, j'accompagne des femmes entrepreneurs pour créer leur entreprise puis monter rapidement dans les 6 chiffres. Tu sais. Donc, alors oui, ça se fait, mais je crois sincèrement que si j'avais cru avant, ben probablement que ça aurait été plus rapide, l'ascension. Moi, je dis souvent, arrêtez d'attendre que l'autre vous donne l'approbation ou que l'autre vous donne la permission. Moi, je me rappelle aussi d'être dans une situation semblable à ça à plusieurs reprises, de dire mon idée et d'attendre la réaction pour voir si c'était correct. Oui. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, il n'y a personne qui est ici pour faire ce que moi, je suis venue faire ici, puis je vais arrêter d'attendre des permissions, puis je vais arrêter d'attendre le OK de personnes qui n'en ont aucune idée qu'est-ce que moi, je suis venue faire ici. Fait que bravo de t'avoir écouté, puis bravo d'avoir dépassé, parce que les gens qui nous entourent, souvent, sont les personnes qui savent exactement quoi nous dire pour nous faire douter. Puis je suis sûre que tu as douté, mais que tu t'es dit, regarde, je vais y croire, puis je vais y arriver, puis je vais tenir ça coûte que coûte. Clairement, clairement. On a appris à te connaître brièvement dans le podcast. Qu'est-ce qui surprendrait les gens? Valérie, qu'est-ce que tu peux nous dire qui... On ne s'attendrait pas à ça de toi? Ben peut-être que la première chose qui me vient, c'est ça fait 11 ans que je médite pratiquement tous les matins. Donc, tu sais, derrière, parce que, tu sais, il y a tout le côté un peu flamboyant, puis très... coloré, effectivement, que maintenant, j'assume. Je pourrais dire, je crois assez en moi pour l'assumer. I love it, I love it. Mais derrière ça, il y a une fille qui est très ancrée, très groundée, très solide, très intériorisée aussi. Et donc, pour moi, la méditation, maintenant, fait partie de mon quotidien naturellement. Alors, quand je me lève tous les matins, j'ai mon petit coussin de méditation à côté. Puis, ouais. Alors... Valérie, ce fut un réel plaisir de te recevoir ici au Showcase des conférenciers. Merci. Merci d'avoir été là. Merci énormément à toi. À presto. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!